Bonsoir à tous et nous ouvrons un nouveau package du grand rendez-vous avec vous ce soir. Le tout premier de cette semaine reçoit le directeur adjoint de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. On va recevoir également un défenseur de l'environnement. Il s'agit du directeur de l'ONG Nature Tropicale et puis une conseillère en orientation scolaire sera reçue sur la rubrique Autant savoir. Tous ces invités, nous allons les retrouver dans un instant. C'est juste derrière la météo que voici. C'est le grand rendez-vous et ce numéro célèbre avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine le mois du donneur de sang. Vous le savez, cette semaine déjà, le jeudi prochain, ce sera la journée mondiale du donneur de sang. On profite bien sûr de cette célébration pour vous présenter des stratégies donc, pour mieux approvisionner la banque de sang au Bénin. Rendez-vous tout à l'heure avec l'expert de ce grand rendez-vous. Bientôt, les examens de fin d'année, le grand rendez-vous pense déjà donc à comment orienter, comment conduire, sinon conseiller les enfants sinon les élèves, les apprenants à réussir bien sûr pour ces examens. On parlera bien sûr de cela et pourquoi pas aussi d'orientation scolaire qui constitue quand même une boussole à plusieurs paramètres à découvrir dans un instant sur Autant savoir. Il sera également question de criminalité phonique sur la rubrique nature et bien-être. C'est un problème environnemental, nous dira tout à l'heure M. Josiah Dossou-Baudrenou, le directeur de l'ONG Nature Tropicale. Le menu des plateaux ainsi présenté, je voudrais quand même vous rappeler que tout à l'heure, nous aurons Estelle Pazou sur le journal à 19h45 et pour le moment, elle est là pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assioum. Tout à l'heure à 19h45, on va se retrouver pour les détails du journal. Dites-nous le menu principal de ce jour. Dans ce journal, nous nous intéressons au marketing digital. C'est une stratégie de communication permettant aux entreprises de soigner leur réputation et d'établir une interaction permanente avec leurs clients sur la toile. À suivre également dans cette édition du journal, les principes de l'agroécologie qui se veut une réponse saine aux conséquences des pesticides chimiques et aux enjeux environnementaux. Et puis, le calcium est un élément indispensable pour le bien-être de l'organisme. Quels sont les aliments à privilégier en cas de carence? Tous les détails sont à suivre à 19h45. À 19h45, donc Estelle Pazou pour les détails. On revient en plateau et on reçoit tout de suite le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Avec lui, il sera question de parler, bien sûr, de comment donc mieux approvisionner la banque de sang au Bénin. C'est l'espère.
Oui, je le rappelais qu'au niveau, bien sûr, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, c'est tout un mois qui est dédié, bien sûr, au don de sang au Bénin. Mais pourquoi cela? Nous allons répondre, bien sûr, à cette question avec l'aide de M. Grégoire Maïndé, qui est le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Bonsoir, M. Maïndé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout autour de cette cause qui est une cause noble, une cause nationale. C'est très vital, comme ce liquide est très important pour mieux vivre, je veux dire. Sinon, sans ça, il n'y a même pas la vie, n'est-ce pas? Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Alors, comment se porte alors la banque de sang du Bénin? Merci pour l'occasion qui nous est offerte ce jour. En cette semaine où nous célébrons la journée mondiale des donneurs de sang, c'est une activité importante que la communauté internationale a retenu la date du 14 juin de chaque année pour célébrer les donneurs de sang. Il est important de reconnaître que le don de sang n'est pas un acte banal. Ça fait appel à des valeurs humaines importantes telles que l'altruisme, le respect, l'empathie, la compassion. Vous savez, il n'est pas aisé, dans un monde aujourd'hui matérialiste, que des personnes se lèvent, entendent les cris de cœur des hôpitaux, quittent leur domicile avec leurs moyens roulants, ou bien même par des millions, pour aller dans les structures de transfusion sanguine, pour tendre leurs bras, pour dire « prenez mon sang », et ceci de façon régulière et bénévole. C'est un acte de haute portée qu'on ne sait même pas comment remercier ces personnes. Les donneurs de sang. Les donneurs de sang, qui se battent au quotidien pour que dans les hôpitaux, il y ait du sang pour sauver des vies. Et donc, un jour leur a été consacré. Nous sommes actuellement à la 15e édition. Donc ça veut dire que depuis 2004 plutôt, l'OMS a retenu cette date pour célébrer nos valeureux donneurs de sang. Comment les célèbre-t-on? Nous les célébrons, ces donneurs, en leur adressant des mots de remerciement. Okay. Et ces mots sont adressés par les autorités de la place, le ministre de la Santé, le chef de l'État, les ministres du gouvernement, pour leurs gestes que nous ne pouvons pas payer à son juste prix. Okay. Étant donné que le don de sang est bénévole et non rémunéré. Et donc, il faut quand même des mots pour toucher le cœur, pour les encourager à continuer par faire le geste ultime, ce geste qui sauve. Voilà pourquoi le Bénin s'est engagé depuis 15 ans à célébrer cette journée. Ok. Alors, je disais, je vous posais la question de savoir comment se porte la banque de sang du Bénin. Les banques de sang se portent mieux. Je peux dire se portent bien. C'est important. Ça veut dire que les donneurs sont nombreux au Bénin, où il y a plusieurs activités qui permettent quand même d'approvisionner ces banques au Bénin. Les donneurs au Bénin sont nombreux, mais c'est toujours insuffisant parce que nous n'arrivons pas toujours à couvrir tous les besoins en produits sanguins des hôpitaux. Okay. La NTS, notre agence, est un peu à l'antipode de ce qu'est la Loterie nationale du Bénin. Ah bon? À la LNB, on ne parle que de ceux qui ont gagné. Mais avec nous, à la NTS, on ne parle que de ceux qui n'ont pas eu le sang. On ne parle jamais de ceux qui ont eu le sang quand ils ont cherché. Donc on dit toujours qu'au Bénin, quand on cherche le sang, on ne trouve pas. Ce qui est faux. Les chiffres depuis plus de 10 ans montrent que sur 10 demandes de sang, nous arrivons à satisfaire 9. Wow. Donc nous sommes à plus de 90% des demandes de sang au Bénin. Satisfait. Mais tout le débat tourne autour des 10%, ou bien des moins de 10% qui n'ont pas eu le sang. Parce qu'il y en a qui se disent quand même, surtout dans le rang des donneurs, mais nous donnons quand même le sang, nous sommes aussi généreux que ça, mais
Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y en a qui se plaignent, qui disent que les banques de sang manquent vraiment de ressources pour satisfaire les besoins? Don de sang, parce que le sang donné est périssable. C'est une denrée périssable. Quand vous donnez votre sang, quand nous les analysons et nous stockons dans nos machines, après on les dépose dans les hôpitaux. Si je prends le sang total ou bien le culot de globules rouges, la durée de vie ne dépasse pas 35 jours. Ah oui. Donc le sang n'est pas stocké à vita aeternam. Est-ce à dire que les donneurs doivent donner tous les 35 jours? Et c'est pourquoi les règles éthiques de sang nous obligent à travailler au quotidien pour avoir des donneurs fidèles. C'est-à-dire des donneurs de sang qui vont faire leur don tous les 3 mois quand c'est des hommes et tous les 4 mois quand c'est des femmes. Pourquoi cette différence? Cette différence est importante parce que la femme est une personne déjà fragile et la femme en bonne santé qui n'est pas enceinte, tous les mois déjà, perd un peu de son sang à travers les règles. Okay. Donc nous devons la protéger. Et c'est pourquoi on a espacé les dons chez les femmes de 4 mois et chez les hommes de 3 mois. De 3 mois. Donc les hommes qui sont en bonne santé doivent faire au moins 4 dons dans l'année. Or les femmes, déjà avec 3 dons dans l'année, oui, elles sont des donneuses fidèles. Voilà. Alors, parlant bien sûr des donneurs fidèles, est-ce qu'ils vous sont restés fidèles tout le temps? C'est pendant combien de temps? Est-ce qu'à un âge donné, il ne faut pas arrêter de donner le sang? Le don de sang n'est pas nuit aux donneurs. Aux donneurs. Les règles éthiques nous imposent à ce que les donneurs de sang soient des personnes qui sont âgées de 18 ans jusqu'à 65 ans. 65 ans. Oui. Mais attention, pour donner le sang jusqu'à 65 ans, il faut que ces personnes aient déjà donné le sang avant 60 ans. Ça, je m'explique. Si un donneur vient pour la première fois faire son don, après 60 ans, nous n'allons pas le recevoir. Si une personne a déjà 60 ans, oui, et il vient pour faire son premier don, nous n'allons pas le prélever. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas déjà habitué à faire son don. Mais toute personne qui a commencé son don avant 60 ans peut le faire jusqu'à 65 ans. Donc, 18 ans à 65 ans pour tout le monde, oui, d'accord, pour ceux qui ont commencé avant 60 ans. Mais ceux qui ont 60 ans pour faire leur premier don, ils ne sont plus aptes à être prélevés. Alors, est-ce que c'est possible qu'on arrive à 100% de satisfaction en matière de transfusion sanguine au Bénin? C'est possible. C'est possible, mais il faut encore beaucoup de moyens, beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Par rapport aux donneurs de sang déjà, nous pouvons dire qu'ils sont volontaires. Le problème, c'est d'avoir les moyens d'aller dans la communauté de façon régulière pour parler du don de sang à la population. Nous n'avons pas toujours les moyens d'aller dans toute la communauté pour le faire. Nous le faisons à travers les médias, mais c'est insuffisant. Insuffisant. Le reste, il faut également les moyens pour aller dans la communauté, pour aller prélever. Il faut des véhicules pour aller dans la communauté, pour aller prélever. Il faut des hommes pour faire le travail. Il faut des machines pour aller prélever et pour qualifier. Tout cela, je pense que pour l'instant, nous n'arrivons pas à avoir ce qu'il faut pour travailler de façon optimale. Un effort est fait par le gouvernement, par nos partenaires financiers. Cet effort est insuffisant et nous pensons que de jour en jour, nous serons écoutés davantage. De façon pratique, vous aurez besoin de quoi exactement pour arriver à 100% de satisfaction en matière de transfusion sanguine? Vous voyez, déjà aujourd'hui, au Bénin, nous n'avons pas un bus de collecte. On n'a pas un seul bus de collecte de sang. Nous n'avons que des véhicules pick-up pour amener les équipes sur le terrain. Mais nous n'avons pas un véhicule qui est fait pour recevoir à l'intérieur du bus les donneurs, les examiner, les prélever, leur donner leur collation et stocker les produits sanguins, prélever dans les bonnes conditions dans ce véhicule qu'on appelle bus. Normalement, c'est le grand bus de collecte, comme les bus des universitaires, qu'il faut pour que lorsque nous allons dans la communauté pour prélever les donneurs de sang, même s'il y a de pluie, s'il y a des tempéries, que ces personnes qui sont venues puissent être bien reçues dans un bus pour faire les prélèvements. Le Bénin n'en a pas un seul. On n'a pas un seul au Bénin. Pourquoi Bon, aujourd'hui, avec les moyens disponibles,
Ce n'est pas encore une priorité. OK. La priorité aujourd'hui, c'est comment faire pour acquérir les réactifs, pour pouvoir qualifier toutes les poches de sang collectées auprès des populations. Ça, c'est déjà un défi. Et il faut beaucoup de bonne volonté et beaucoup de moyens pour le faire. Pour le faire. Alors, si je comprends bien, deux besoins. L'une prioritaire et l'autre, on peut dire secondaire. Non, dans un pays de ressources limitées, oui. il faut prioriser les réactifs. Les actions. Il faut prioriser les actions à mener. En termes d'actions à mener, il faut les prioriser. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord les réactifs. Parce que sans réactifs, on ne peut quand même pas juger voilà. Lorsque les bonnes volontés donnent leur sang, oui. S'il n'y a pas de réactifs, vous ne pouvez pas tester ces dons pour savoir quel sang est bien pour aller vers les malades et quel sang n'est pas bien, il faut détruire. Donc c'est capital de ne pas transmettre une maladie à un malade alors qu'on veut le sauver. Donc il faut tout faire pour avoir les réactifs. Et cela, il faut pour les réactifs seuls tout au moins 1,5 milliard. Oui, alors est-ce voilà. Dit qu'on n'a jamais eu de réactifs au Bénin ou bien on a toujours les réactifs pour qualifier. Et c'est là le challenge. Aujourd'hui, la priorité, c'est tout faire pour avoir les réactifs pour qualifier toutes les poches. De façon permanente. Et ça, on le fait aujourd'hui. Est-ce que la stratégie est là aujourd'hui pour garantir quand même ces réactifs? Par rapport à ça, oui. La stratégie est là et ça marche. Aujourd'hui, au Bénin, toutes les poches que nous prélevons chez les donneurs de sang sont testées à 100% à tous les marqueurs. OK. Ça, c'est garanti. Mais tous les ans, il faut travailler pour avoir les moyens pour le faire. Et il faut des moyens en surplus pour aller vers d'autres priorités. Vous pensez qu'il faut quand même des privés pour apporter un peu plus d'oxygène à l'effort que l'État fait déjà? Je ne pense pas que des privés peuvent s'engager dans ce domaine. Non, pas pour acheter, mais quand même pour apporter... Les privés nous appuient. Voilà. Il y a des ONG qui nous appuient. Il y a des PTF qui nous appuient. Des partenaires financiers qui nous appuient en nous donnant des équipements, en payant des réactifs, en nous donnant des poches à sang. C'est très coûteux, tous ces éléments. Mais c'est toujours insuffisant. Parce qu'il y a des équipements, par exemple, qu'il faut avoir en double. Par exemple, si l'équipement tombe en panne à 1h X, le processus de qualification est bloqué. Si c'est bloqué, il n'y aura pas de sang dans les banques de sang. Dans les banques de sang. Donc il y a des équipements critiques qu'il faut avoir en double. Mais il faut... Actuellement, le système n'a un élément unique. Ça pose un problème de prévention des risques. Aujourd'hui, au Bénin, s'il y a une catastrophe aujourd'hui, l'Inter ne peut pas répondre promptement à cela. Parce qu'on n'a pas beaucoup de réserves en produits sanguins pour le faire. Aujourd'hui, à l'endroit de la population béninoise en matière de dons de sang, comment avoir davantage de donneurs? Ça fait partie aussi des priorités. C'est une priorité majeure parce que la matière première est donnée par la population. Il faut avoir le sang d'abord avant de faire les tests, dire ceci est bien, ceci n'est pas bien. Donc, la matière première provient des populations. Et donc, il faut continuer par travailler sur la population pour les amener à comprendre que le sang qu'ils donnent est envoyé dans les hôpitaux à travers les banques de sang pour soigner les malades qui vont dans ces hôpitaux. Et le sang qu'ils donnent est comme le médicament qui soigne. Or, le médicament, quand j'ai de l'argent, s'il n'y a pas de médicament au Bénin, je peux le commander en France ou ailleurs. Mais si le sang n'est pas disponible au Bénin, parce que le sang est demandé par le médecin de façon urgente, vous n'avez pas le temps de commander le sang en Europe pour que le sang vienne pour vous transférer vos malades. Non. Donc la mort est à côté. Donc pour éviter que les gens meurent, nous disons en transfusion que le sang doit attendre le malade et non le malade doit venir pour attendre le sang. Et donc tout le monde doit travailler à tous les niveaux que ce soit, les gouvernants, nous qui sommes au niveau opérationnel, la population, pour savoir que chacun de nous doit jouer sa partition pour que le sang soit disponible dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, le 14 juin exactement, qu'est-ce qui sera fait au niveau de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine? Le 14 juin, nous serons à Dassa-Zoumé. C'est la ville qui a été retenue pour célébrer la 15e édition. Déjà très tôt le matin, autour de 8 h, il y aura un défilé très géant à travers la ville. Ce défilé sera fait par les donneurs de sang et nous, autorités, pour montrer le bienfait du don de sang. Après cela, il y aura
nous serons à la place Egbakoku, pour ceux qui ont bien la vie des Azomènes. Oui. C'est devant la maison du peuple, pour les allocutions des autorités, le préfet, le maire, les DDS, le ministre, pour les allocations. Et après les allocutions, maintenant, nous allons nous retirer pour dire au revoir aux donneurs de sang. Mais c'est bon de signaler ici que c'est une journée mondiale où chaque département du Bénin envoie 2 donneurs pour être décorés. Un homme, une femme. Donc nous aurons 12 donneurs que nous aurons à distinguer. Je parle des anciens départements. Okay. Donc nous aurons 12 donneurs, dont 6 hommes et 6 femmes, ils sont décorés ce jour-là. Il y a également les retraités qui sont avec nous, qui ont travaillé avec nous, qui sont menés à la retraite. Nous allons également les décorer pour leur dire merci pour le geste. Merci, vraiment. Merci beaucoup à vous, Monsieur Grégoire Maïndé. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Vraiment, merci pour cette mission noble à laquelle vous vous attelez de façon quotidienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. Cette fois-ci, nous allons nous retrouver, si vous voulez, dans la nature. Ça parle nature et bien-être. Aujourd'hui, de criminalité phonique. Oui, quand je le dis, je me renfrogne parce que c'est contre nous. Nous, je veux te parler de la planète, en réalité. Nature et bien-être. Nature et bien-être, aujourd'hui, ça parle de criminalité phonique. C'est un problème environnemental d'ailleurs. On va détailler bien sûr le thème dans un instant avec M. Josiah Dossou-Bodjrenou. Nous allons suivre ce reportage qui nous explique ce que c'est que criminalité phonique. Regardez. Depuis un certain temps, les éléphants sont massacrés en Afrique à cause de leur ivoire. Des réseaux de trafiquants d'ivoire sont nés dans toutes les zones de l'Afrique, avançant ainsi l'extinction de ce mastodonte. Le nord du Bénin renferme encore la plus grande population d'éléphants d'Afrique. Leur protection exige donc des mesures strictes et une veille permanente pour éviter qu'ils ne deviennent la cible des braconniers, pour enrichir le réseau des trafiquants d'ivoire. La présence de cette carcasse d'éléphant remet à jour la défense de la nature. Et tout citoyen béninois, quelle que soit sa position, a le devoir de lutter pour protéger son environnement. La lutte contre la criminalité phonique est engagée dans le monde entier et le Bénin ne doit pas être du reste. Arrêter les braconniers d'éléphants et trafiquants d'ivoire, c'est bien. Mais il est mieux d'empêcher le braconnage. Car des ivoires saisis, c'est des éléphants massacrés. Voilà, merci beaucoup pour cet élément. Et d'ailleurs même, l'auteur déjà sur ce plateau, je voudrais parler de M. Josiah Dossou-Bodjrenou, qui en tout cas fait le tour de ces espaces-là, de ces ressources dont nous avons besoin, des ressources sans lesquelles personne ne peut vivre, mais des ressources qui peuvent quand même vivre sans nous. N'est-ce pas, M. Josiah Dossou-Bodjrenou? Alors, on parle de criminalité phonique, un problème environnemental. Expliquez un peu, je dirais davantage, la criminalité phonique, ce que c'est à nos chers téléspectateurs. Oui, et il faut comprendre simplement que la criminalité phonique, c'est d'abord, si on parle de crime, c'est qu'il y a des réglementations sur les espèces animales. Nous parlons de la faune précisément. Sur les espèces animales, des études ont été réalisées et qui ont démontré que ou c'est l'habitat qui est en train de disparaître, ou c'est l'habitat peut-être résiste, mais les animaux n'ont plus de tranquillité, ou les espèces sont menacées par des pratiques anthropiques, c'est-à-dire dues à l'homme. Et là, des réglementations ont été élaborées, aussi bien au niveau local qu'au niveau international ou au niveau régional. Et nos pays, je parle du Bénin et autres pays, ont ratifié ces réglementations, ont adopté ces réglementations. Malheureusement,
Là où se trouve le crime, c'est que ces réglementations ne sont pas respectées. Ça veut dire que où on détruit l'espace, on détruit les espèces, même que les animaux, et où on fait le commerce autour de ces espèces, et c'est ça qui devient un crime. Mais comment expliquer le non-respect de ces réglementations au Bénin? Oui, vous savez, aucun pays ne s'est développé ou ne peut survivre s'il n'y a pas de règles pour une meilleure gestion des ressources. Vous savez, c'est que ce que nous avons le plus appris, c'est que tout le monde est Dieu donné. Tout ce qu'on voit dans la nature, on dit c'est Dieu qui a créé. Et l'homme exploite. Mais effectivement, c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est-à-dire le ciel, la terre, l'eau, les forêts, les montagnes et autres. Et a créé à l'intérieur des ressources vivantes. Je parle par exemple des espèces précisément. Oui. Mais c'est que l'homme a eu cette liberté d'exploiter ces ressources-là pour ses biens. Que ce soit pour, d'abord, ce qu'on voit le plus fréquent, c'est la consommation. On tue les animaux pour les consommer. Si on va s'arrêter seulement à tuer et consommer, on va dire quand le nombre de consommateurs augmente en matière de viande, quand le nombre de consommateurs augmente et le nombre d'animaux n'augmente pas, on va commencer par avoir des problèmes. Pas de problème. Il y aura moins d'animaux. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on va en tuer plus et si on continue comme ça, c'est que les animaux vont disparaître. Maintenant, si nous prenons le cas du commerce, ce n'est plus seulement on a tué pour manger, mais on tue, on veut prélever où la viande est vendue, ou même il y a des objets ou bien des parties de ces animaux qui ont pris de la valeur. Et là, le commerce commence par prendre de l'ampleur. Et c'est le commerce qui menace le plus. Et quand les études sont réalisées, je suppose que vous avez peut-être, dans une forêt, vous avez une cinquantaine d'éléphants. Et chaque mois, ou bien chaque année, vous tuez un éléphanteau ou un éléphant pour consommer. Peut-être tout le monde mange. Mais si vous allez tuer toutes les semaines, 50 éléphants, je ne crois pas, vous allez faire 2 ans, vous avez tout terminé. Vous avez tout terminé. Tout terminé. Maintenant, c'est que quand le commerce s'ajoute, on ne tue pas l'éléphant parce qu'on veut manger la viande, mais on tue l'éléphant parce qu'on veut de l'ivoire. Alors, en matière de faune, quelles sont les espèces qui sont les plus concernées, qui sont les plus touchées par cette criminalité? J'ai l'habitude de dire aux Béninois que pratiquement tout est menacé. Tout est menacé. Parce que nous avons pris cette habitude de tout ce que nous trouvons, nous pensons que c'est utile pour quelque chose, c'est utile d'abord pour la viande, on tue, on mange, mais quand on dit qu'à côté quelqu'un d'autre est intéressé et on veut le satisfaire, ça rentre dans le commerce. Et c'est pour cela qu'il y a des réglementations qui demandent, il y a des espèces qui sont intégralement protégées parce que très menacées ou risquent l'extinction. Par exemple, quand vous prenez le cas des éléphants, par exemple, il n'y en a pas trop. Vous n'allez pas venir à la côte et trouver les éléphants. Les dernières réserves où vous pouvez trouver encore les éléphants, c'est nos 2 parcs. Si nous prenons le cas du Bénin. Quand on parle de lion, c'est dans le nord profond qu'on trouve le lion. On trouve des hippopotames, encore que dans le mono, on a quelques hippos encore. Oui. Mais est-ce que vous savez que l'hippopotame a disparu du fleuve Ouémé? Où l'hippopotame était dans le fleuve. Jusqu'à il y a 15 ans, 20 ans, il y a encore l'hippopotame. Et quand vous allez dans le Ouémé, on vous dit Degbo Bahou. Oui. C'est l'hippopotame. Et le nom qu'on lui donne localement, c'est un nom agressif. On dit que l'hippopotame, c'est lui qui fait renverser les barques. Et pour cela, les gens se sont organisés pour les faire disparaître parce que ça constituait pour eux une menace. Mais quand vous allez à la côte, les tortues marines, par exemple, ont besoin de venir sur la plage pour pondre les œufs. Mais les tortues n'ont pas de défense. Mais les gens, systématiquement, tuent toutes les tortues qui viennent sur la plage et consomment. Il y a une réglementation locale qui préserve ces tortues, mais aussi il y a les conventions internationales sur le commerce de ces espèces. Il y a la convention sur les espèces migratrices. Ça veut dire que c'est des espèces qui font de grandes distances à cause de leur biologie. Ces espèces spécifiquement sont préservées par une convention. Maintenant, quand vous prenez la convention sur le commerce, il y a des espèces, parce qu'on a vu que à ce rythme, ça risque de disparaître. Et pour ne pas faire disparaître, ces mesures-là sont prises. Mais malheureusement, c'est que l'homme ne tient pas compte. Et je crois qu'il faut féliciter BB24. L'opportunité que vous donnez,
c'est surtout pour sensibiliser les gens. Les gens. Ce n'est pas qu'on interdit de toucher, mais il y a des règles. Si vous voulez, par exemple, faire le commerce de telle espèce, vous devez vous rapprocher des forestiers. Très bien. Faire le nécessaire. Ce n'est pas une question de tasse. C'est qu'on peut vous dire, ça vous pouvez faire, ça vous ne devez pas faire. Peut-être on suppose que vous ne connaissez pas, mais si vous ne prenez pas les mesures pour vous renseigner, c'est que en matière de criminalité faunique aujourd'hui, oui, tous les pays sont vraiment braqués. Alors, parce qu'on risque de tout perdre si on ne fait rien. Oui, nous disons que c'est un problème environnemental, la criminalité faunique. À quoi cela se justifie-t-il? Et ça se justifie au fait que c'est que cette menace devient aussi grande que ça a une implication sur la sécurité. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui va tuer un éléphant. Allez demander aux braconniers dont on parle, ils n'ont pas la facilité avec leurs armes locales de tuer des éléphants. Ça veut dire que c'est des armes de guerre qui sont utilisées. Et ces armes de guerre, ce n'est pas n'importe qui fournit ça. Ça constitue un problème de responsabilité au niveau des États. C'est pour cela qu'au niveau de l'Union africaine, des mesures sont prises pour d'abord sensibiliser tous les États sur les risques de laisser nos frontières être, ou nos parcs être occupés par des trafiquants ou des grands braconniers, et cela constituera un problème au niveau régional, là où il y a encore les parcs, mais dans les autres pays, c'est que ce commerce alimente, par exemple, l'Asie, c'est connu, mais c'est ces pays qui dépeuplent l'Afrique. Parce que ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que le développement de l'Afrique doit se baser sur les ressources que nous avons. Mais si certains pensent que, parce que nous voulons gagner vite l'argent, on tue tout et on va en Asie, mais après, le développement, ça doit se faire comment? On ne va pas plus tard importer les animaux pour pouvoir repeupler l'Afrique. Encore que nous n'avons pas les moyens. La résilience au niveau des Africains, ça pose encore problème. C'est pour cela que, voyant ce qui s'est passé déjà ailleurs, il faut prendre des mesures. Et les mesures sont prises au niveau de chaque pays. Il y a la sensibilisation, mais aujourd'hui, la sensibilisation seule ne suffit pas. Alors, que faut-il faire après la sensibilisation? Après la sensibilisation, oui, ça c'est en direction d'abord de ceux qui commettent ces crimes. Mais il faut aller maintenant au niveau des autorités, parce que des réglementations qui sont prises, il faut les appliquer. Je crois qu'un Camerounais a dit, il n'est pas tard pour l'Afrique de fonder son futur sur le respect de ces tests. Personne ne nous oblige à prendre les tests, c'est nous qui les prenons. Mais nous devons travailler à ce que ces tests soient appliqués. Parce qu'à travers ces tests, on peut parler du développement durable. C'est que si on dit, tout à l'heure, on parlait seulement de la grande faune, en parlant des lions, de l'éléphant et autres, mais on parle aussi des tortues. Mais aussi, c'est comme ça, il y a des espèces de poissons, il y a des requins, il y a des raies, il y a le pangolin par exemple, que les gens tuent. Ces espèces sont réglementées parce que il y a risque que ces espèces disparaissent. Et maintenant, c'est que chaque acteur doit jouer son rôle. Au niveau du Bénin, par exemple, quand nous prenons la lutte contre la criminalité faunique, spécifiquement, c'est que le ministère de l'Environnement, le ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers le Sénagref et la Direction générale des eaux, forêts et chasses, ces agents assermentés sont chargés de l'application de cette réglementation. Mais ils ne peuvent pas réussir seuls s'ils n'ont pas l'information. C'est comme ça que la société civile accompagne. La police républicaine aujourd'hui, la gendarmerie ou la police habituellement, mais les forces de l'ordre, les douanes, les douaniers sont chargés de faire tous ces contrôles. Et en cas de besoin, font appel aux spécialistes qui sont les forestiers. Et moi, je crois qu'il faut aujourd'hui une synergie d'action. Sinon, si chacun ne joue pas son rôle, c'est le pays qui perd. Ce n'est pas les individus qui n'ont pas joué leur rôle, c'est l'Afrique qui perd parce qu'on aurait vendu tout ce que nous avons comme ressources à l'étranger, mais enfin, on ne pourra pas les reconstituer parce que ailleurs, aujourd'hui, les gens sont obligés de créer des plantations qu'ils appellent forêts. Ils sont obligés de planter des arbres et d'attendre, alors que nous avons le peu, même si on doit en vendre, c'est qu'on doit vendre devant une planification qui nous permette un développement durable. Au cas contraire, on va tout perdre et demain, on n'aura pas nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup à vous, José Adossou Bodjrenou, directeur de l'ONG Nature Tropicale. C'est
c'était un plaisir. En tout cas, j'ai aimé tout le développement que vous avez fait sur ce plateau ce soir pour donc amener les uns et les autres à penser réellement développement, mais développement durable, parce que nous en avons besoin. Je le disais, la nature peut vivre sans les hommes, mais les hommes ne peuvent jamais vivre sans la nature. Et donc pour cela, ce n'est même pas seulement un problème environnemental, mais c'est un problème planétaire quand la criminalité phonique en réalité. Merci beaucoup à vous. Merci, à très bientôt. Merci. Le grand rendez-vous, cette fois-ci, va se retrouver autour de Agnès Bello et son invité. C'est dans un instant, on va les retrouver sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, nous parlons d'orientation scolaire. Qu'est-ce que c'est en réalité et en quoi cela est donc utile pour les apprenants? C'est dans un instant tous ces détails, toutes ces explications. On suit d'abord cette interview. Pour s'orienter sur le plan professionnel, il faudrait déjà avoir des bases. C'est que c'est plus complexe de s'orienter professionnellement quand on ne l'a pas fait déjà le plus tôt possible. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'orientation devrait commencer déjà dès le bas âge, même au primaire. Parce qu'il faudrait que l'enfant se connaisse ses forces, ses faiblesses, ses valeurs. Pour pouvoir mieux s'orienter, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel chemin prendre. Et nous savons les domaines, d'ailleurs, les domaines sont vastes. On peut même parler de médecine et il y aura encore d'autres sous-domaines. Donc, s'orienter professionnellement, c'est encore mieux si on se prépare, on s'oriente déjà depuis la base. Si on prend déjà les enfants, les tout petits, rien que des activités avec leurs parents, qu'est-ce que fait papa, que fait maman, ou bien voir les aptitudes, peut-être l'enfant dessine, est-ce que tu sais dans quel métier on peut dessiner, ce genre de choses. Et c'est comme ça. Peut-être au niveau de l'école, il peut y avoir une activité où on organise les enfants, on leur dit, vous allez écouter le papa de tel camarade parler de son métier. Et à travers ça, maintenant, on peut avoir des dessins, leur demander de colorier par rapport au métier que fait la personne sur le dessin. Et c'est ainsi on pose des questions aux enfants. Donc ça éveille en fait l'enfant à tout ce qui fait partie du métier. Et comme ça, quand il grandit, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il prend conscience aussi de ses qualités. Et quand il doit faire un choix, il n'a plus besoin de se casser la tête. Je fais quoi dans tout ça? Alors, d'autres paramètres de l'orientation scolaire sur ce plateau avec Mme Armelle Djodotou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Agnès Bello. Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Ça parle orientation scolaire aujourd'hui avec, j'ai dit, une professionnelle en la matière. Il s'agit de Mme Dotou, qui est consultante en orientation académique et professionnelle. Justement, à Semgaba, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'enfants ont des problèmes d'orientation. On ne comprend pas toujours à quel point c'est important pour les parents de pouvoir amener leur enfant à être bien orienté. Notre système éducatif a même quelques failles en ce qui concerne l'orientation scolaire. C'est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser un peu à cela. C'est quoi l'orientation scolaire et professionnelle? Nous en parlons donc avec Armelle Dotou. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bello. Alors déjà, dites-nous, l'orientation scolaire et professionnelle, pour vous, c'est quoi? Alors, l'orientation scolaire et professionnelle, pour moi, cela consiste en fait à aider quelqu'un, d'accord, en lui proposant des filières, des différentes filières dans lesquelles cette personne pourrait s'insérer en fonction de ses intérêts professionnels potentiels, en fonction de sa personnalité et bien entendu aussi en fonction de son parcours scolaire antérieur. Alors, qui peut être en charge de l'orientation? Alors, il y a des professionnels de l'orientation. Vous avez les conseillers d'orientation psychologues, donc qui ont fait des études de psychologie et qui se sont spécialisés. Et qui peuvent maîtriser la personnalité de l'enfant en face. Exactement. Vous avez également donc les consultants en orientation, donc qui sont des métiers qui viennent compléter ces domaines-là,
sur la base... C'est des métiers qui sont du secteur éducatif. Si Bien on doit entendu. les situer, ils sont du secteur éducatif. Bien entendu du secteur éducatif, parce qu'il faut que ce soit forcément des gens qui sont déjà dans l'éducation et qui, de par de leur expérience, en fait, peuvent maintenant utiliser les outils d'orientation efficacement. D'accord. Alors là, nous avons situé déjà qui peut être en charge de l'orientation. Mais à part ça, est-ce que le maître à l'école, est-ce qu'un professeur peut aussi, d'une certaine façon, orienter l'apprenant ou l'enfant? Alors, le professeur, le maître à l'école, ce sont les premières personnes déjà qui, normalement, devraient pouvoir aider l'enfant. Mais étant donné leur charge de travail, en particulier qui est quand même assez lourd, il y a des personnes qui, normalement, devraient être au sein de ces établissements, donc spécialement réservés à l'orientation des enfants. D'accord. Quel est l'objectif visé par l'orientation scolaire et professionnelle? Alors, l'objectif principal qui est visé par l'orientation scolaire et professionnelle, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait des formations et qui travaillent, qui ne sont pas forcément satisfaits de ce travail qu'ils font. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis dans leur travail. Or, je pense qu'aujourd'hui, si vous devez choisir un métier que vous allez exercer pendant une trentaine d'années, parce que c'est après quand même 30 ans que vous allez à la retraite, autant que vous soyez épanoui dans ce travail. Sinon, est-ce que vous pourrez dire à la fin que vous avez reçu votre vie, tout en sachant que le côté professionnel quand même prend une grande partie? La preuve, nous passons beaucoup de temps à l'extérieur de nos maisons. Donc, honnêtement, si vous devez passer 8 heures de vos 24 heures par jour à l'extérieur, c'est-à-dire le tiers de votre temps à l'extérieur et que vous n'êtes pas épanoui, c'est qu'il y a un problème. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aider une personne à identifier ses forces, d'accord, naturelles, que ce soit au niveau de sa personnalité, au niveau de ses intérêts professionnels, au niveau de ses capacités et également au niveau de ses valeurs. D'accord. Maintenant, comment est-ce que cela se déroule? On parle d'orientation scolaire, on parle d'orientation professionnelle. Comment est-ce que cela devrait se dérouler? Alors, comment se déroule l'orientation? Alors, on parle souvent d'orientation tout court ou bien d'orientation scolaire ou alors carrément d'orientation scolaire et professionnelle. Il s'agit en fait de la même chose parce que c'est exactement le même résultat qu'on attend. Comment cela se passe? Il faut amener la personne à répondre à certaines questions. Donc, il y a des tests de personnalité qu'on peut faire passer donc au client, si vous permettez ce terme-là. Il y a des tests de personnalité, il y a des tests de motivation, il y a des tests de centre d'intérêt, vraiment de capacité, etc., que vous pouvez faire passer à la personne afin de pouvoir donc détecter et de l'aider, de l'aider donc à comprendre, à identifier ses atouts. Il y a des tests qui sont assez connus. D'accord? Pour ce qui est des tests de personnalité, vous avez le test MBTI, vous en avez tant d'autres. Moi, depuis un moment, j'utilise un test qui s'appelle Carrière Directe. D'accord. Pourquoi vous préférez ce test-là particulièrement? Est-ce qu'il a des aptitudes plus spécifiques? Alors, je vais dire, depuis que moi je suis dans ce domaine, honnêtement, c'est le test le plus complet. C'est un test qui regroupe tous les domaines qu'on vient de citer, c'est-à-dire que ce soit la personnalité, que ce soit les capacités, que ce soit les intérêts ou les valeurs. Là, maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que j'ai utilisé des termes. Bien sûr. Voilà. La personnalité, c'est quoi? C'est de pouvoir identifier comment la personne réagit naturellement. Et ça, c'est seulement l'enfant qui le fait ou ses parents aussi, à un moment ou à un autre, dans le dispositif, peuvent apporter leur connaissance de leur enfant? Oui, les parents aussi. Parce que les parents sont quand même ceux qui connaissent mieux leur enfant. Un parent est capable de dire, voilà, moi, mon enfant, honnêtement, je sais qu'il aime bien prendre des risques. Ou alors, non, mon enfant, il est plutôt prudent. Ou alors, mon enfant, il aime bien être devant les gens. Ou alors, non, mon fils, il est plutôt réservé. Il est timide. Voilà, il est timide. Alors, les parents sont les premières personnes, quand c'est un enfant qui est très jeune, qui sont les premières personnes donc, à pouvoir identifier donc, ces traits de personnalité. Mais à l'école également, on peut identifier cela au niveau de l'enfant. OK. Qu'en est-il d'autres aspects? Alors, les autres aspects abordés par le test, oui, j'espère qu'on va revenir sur les autres aspects, puisqu'il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Je vais peut-être retrouver Estelle Pazou. Vous êtes prête déjà de l'autre côté? Je pense, oui, elle est prête, d'accord. On y va. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous, il est 19h45.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. À l'ère des réseaux sociaux, tout se vend et s'achète sur la toile. C'est la pratique du marketing digital. Plusieurs entreprises béninoises en font un outil de communication. L'agroécologie, une agriculture pratiquée sans les produits chimiques. Selon les spécialistes, elle tient compte des besoins des hommes et ceux de la nature. On en parle dans ce journal. Le calcium, indispensable pour le bien-être de l'homme. Il assure des fonctions vitales pour son organisme. Mais où en trouve-t-on? Élément de réponse dans cette édition. La toile serait-elle devenue un marché? En tout cas, on y vend de tout. Plusieurs entreprises y proposent leurs biens et services. Elles disent mettre en pratique les principes du marketing digital. Pour en savoir davantage, Malini Thibozo a promené sa caméra dans certains stands. C'était à l'occasion de la journée 100% digitale. Suivez plutôt. Le monde devient de plus en plus digital. Près de 4000 personnes étaient connectées au Bénin en 2011. Des chiffres qui ont évolué vu le nombre de personnes utilisant des smartphones, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis. Le Bénin est bien en marche vers l'évolution numérique avec l'apparition de nouveaux secteurs du numérique. Allier le digital au marketing en est la parfaite illustration avec cette journée du 100% digital. Quand on entend digital, on entend numérique, parfois on a l'impression que c'est des gros mots, ce n'est pas accessible, mais avec des initiatives pareilles, on les met à notre portée. Le digital, le numérique, c'est pour tous les âges. Ça facilite en fait la vie de tout le monde. Nous allons parler du marketing digital. Et le marketing digital, c'est forcément avec l'expertise numérique. Le marketing aujourd'hui est devenu une économie de captation. Seuls ceux qui arrivent à capter plus de monde pourront aller plus loin. Et pour avoir plus de monde, c'est le net. Tout le monde est sur le net. Tout le monde a des smartphones. Mais il ne faut pas aller sur le net pour aller sur le net. Il faut vraiment faire de ciblage. Il faut savoir par quelle technique rester sur cette grande toile pour pouvoir développer son activité. Développer son activité autour de la toile, Kevin Aïssi l'a bien compris. Il est un exposant à cette journée. AfriMalin, c'est un site d'e-commerce qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de pouvoir vendre et acheter à prix malin. Donc aujourd'hui, si vous voulez un téléphone, vous voulez une montre, vous voulez plein de produits, vous pouvez aller sur la plateforme AfriMalin et vous pouvez commander vos produits. Mais également, nous avons une place de marché avec des grandes entreprises avec lesquelles nous signons des contrats et nous positionnons également leurs produits. Reconnu pour son efficacité, le marketing digital pourrait être un pas décisif pour le Bénin dans le développement avec le numérique. Chaque seconde, 100 tonnes de déchets sur les 4 milliards produites chaque année finissent en mer. Ces déchets sont en grande partie constitués de matières plastiques. Et si rien n'est fait d'ici 2020, il y aura plus de sachets plastiques que de poissons dans nos océans. Georges Debet, expert océanographe, évoque la question et parle des dispositions qui conviennent pour la sauvegarde de nos océans. Il est au micro de Jules Akwaïkou et Roland Chidimé. 80% de la pollution des océans provient des déchets que nous produisons sur Terre, parce que la grande partie des cours d'eau se jettent dans la mer. Les études ont révélé que 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent par an dans les océans. Près d'1 million d'oiseaux de mer et près de 100 000 de mammifères et poissons y périssent. Les plastiques là causent des dommages qui sont estimés à 8 milliards de dollars par an dans le milieu océanique. Regardez le chenal de Cotonou. Les abords du chenal de Cotonou, c'est jonché de déchets. Et c'est ceux qui amènent ces déchets aux abords de ces cours d'eau-là. Et ces cours d'eau-là les amènent en mer. Chacun de nous produit des déchets. Et quand nous produisons des déchets, donc, il faut savoir où les mettre, comment les gérer. Il y a les déchets qui sont dégradables et des déchets non biodégradables. C'est qu'il faut faire des tri aussi. Nous, ici, on mélange le tout et on va jeter. Dans des pays développés, les gens, déjà, depuis la maison, là, les gens font des tri. Il y a des poubelles
pour des déchets plastiques, des déchets qu'on ne peut pas détruire, et des déchets biodégradables comme les aliments, tout ça là. Donc il y a déjà cette séparation depuis la production. Et comme ça, quand les gens viennent les prendre, ils savent où amener tel déchet. Et maintenant, il y a des trucs qui se font pour après maintenant revaloriser ces déchets. Apparue il y a moins d'un siècle, l'agriculture industrielle se révèle par ses procédés un danger pour l'environnement. Revenir aux fondamentaux d'une agriculture saine sans produits chimiques serait l'idéal. Et c'est justement le principe de l'agroécologie, une technique culturelle amie de la nature selon René Segbenou, cofondateur de Djinoupon. Suivez ici un extrait de ses propos pour plus de précision. L'agroécologie, c'est en fait, pour dire c'est simplement, c'est une méthode de production agricole qui est amie de la nature, des techniques de production qui ne détruisent pas la nature. En agroécologie, on produit sans utiliser des produits chimiques de synthèse. L'agriculture industrielle ou à tendance d'utilisation massive des produits chimiques de synthèse n'a même pas 100 ans. Cette agriculture s'est développée après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a utilisé des produits chimiques pour combattre. Et donc après la guerre, les produits étaient là. Et donc les gens ont commencé à recycler ces produits-là dans l'agriculture. Donc il y a à peine 70, 75 ans que l'agriculture chimique et industrielle est née. Donc avant ça, on pratiquait de l'agriculture. Et donc c'est ces 70 ou 75 ans là qui nous posent problème aujourd'hui. Et en 75 ans, ou moins de 75 ans, on a détruit la nature. On a utilisé massivement des produits chimiques de synthèse. L'utilisation de ces produits-là ne renforce pas le sol, au contraire détruit la structuration et la nature même du sol. Du coup, on a besoin d'encore plus de produits pour traiter. On s'est rendu compte que cette agriculture nous mène au chaos, nous mène tout droit à l'impasse. Et comme dans ces 70 ou 75 dernières années, on a détruit la nature plus qu'il ne faut, on a commencé à dire, mais attention, il faut revenir en arrière, il faut revenir à l'agriculture que nous connaissions. Un aliment sain doit être à la disposition de tout le monde, pas seulement de ceux qui ont de l'argent pour acheter. Nous voulons que les politiques agricoles changent. Nous voulons que la perception de l'agriculture change chez le producteur agricole. Et nous voulons aussi que la perception des produits change chez le consommateur. Si le consommateur est exigeant sur ce qu'il mange, vous allez voir que la production, on va lui fournir des produits de qualité. Mais si on prend n'importe quoi et on ne se pose aucune question, ça va. Donc c'est cet ensemble, l'agroécologie tient compte du producteur, du consommateur et de l'environnement. Le Burkina Faso va accueillir la première édition du Salon de l'élevage. Le ministre en charge des ressources animales et halieutiques burkinabé, Somanogo Koutou, l'a annoncé mardi dernier. Le Salon de l'élevage a pour objectif de promouvoir et de valoriser les produits animaux et halieutiques, ainsi que de favoriser le brassage entre les professionnels du sous-secteur. L'événement aura lieu en novembre prochain et va s'étaler sur 4 jours. Crampes musculaires, insomnie, problèmes dentaires, voilà quelques maladies auxquelles s'expose un organisme humain en manque de calcium. Cela va sans dire que le calcium joue un rôle très important, un rôle qui ne se limite pas à la constitution de notre squelette. Il intervient également dans des fonctions vitales du corps humain. Que manger alors pour un apport conséquent en calcium? Réponse dans ce reportage. 1000 grammes par jour pour les adultes, 1200 grammes par jour pour les adolescents et personnes âgées. Le calcium est un sel minéral dont l'organisme humain a besoin pour son bien-être quotidien. Le calcium, selon moi, ça fait partie des éléments nutritifs que notre corps en a besoin pour son fonctionnement. Présent dans l'os, il fait partie intégrante de celui-ci et contribue également à sa formation et à sa minéralisation. C'est grâce au calcium que nous avons la solidité que nous avons pour l'os. Et c'est ça qui fait généralement quand vous avez ce déficit de calcium dans l'organisme, surtout des enfants, ces enfants-là font ce que nous appelons le rachitisme. Vous allez voir, l'os sera arqué ou bien facile à se casser, sera mou, ce ne sera pas dur.
Ou bien chez la personne adulte, par exemple, s'il manque de calcium, il va développer ce que nous appelons l'ostéoporose, c'est-à-dire l'os se déminéralise et facilement peut se fracturer. Le calcium intervient dans la conduction et l'effet de contraction des cellules musculaires pour un bon fonctionnement du muscle. L'utérus a besoin, lors de l'accouchement, de ce calcium pour avoir une bonne contractilité. C'est grâce au calcium que lorsque vous coupez, par exemple, ou bien vous avez une blessure, là, le sang, dès que ça se trouve en contact avec de l'air, il y a un phénomène biochimique qui se réalise et qui permet donc au sang de se coaguler pour fermer le bout de ce vaisseau. Pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, le calcium est important pour leur santé. C'est très important de conseiller le calcium chez l'enfant dès sa naissance. Et cet enfant, depuis sa naissance, doit bénéficier de ce calcium à travers l'allaitement maternel, mais aussi à travers l'apport des aliments. Mais nous ne laissons pas les enfants seuls. La femme enceinte a besoin de prendre du calcium. Ça prépare déjà les dents de lait, ce que nous appelons les dents préliminaires. Ce sont des bourgeons du dent. Quand l'enfant naît, ces bourgeons-là existent déjà. Le calcium est nécessaire pour l'équilibre nerveux. Ainsi, pour éviter la fragilité osseuse, la calcémie et le mauvais fonctionnement nerveux, il faut consommer des produits laitiers, des légumes et des fruits. Mais il y a aussi l'eau minérale que nous ne pouvons pas oublier. Tout ce que nous avons comme eau minérale, vous verrez, il y aura une teneur non négligeable de calcium dans ces eaux. Le calcium est donc important pour tout être humain, de l'enfant à la personne du 3e âge. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazoua. Demain, donc, à 19h45 pour une autre édition du journal sur le plateau du Grand Rendez-vous, où on revient tout simplement avec Madame Dotou pour continuer à parler, bien sûr, d'orientation scolaire. Qu'est-ce que c'est en réalité? Vous découvrez avec nous les paramètres présentés, bien sûr, par Madame Dotou. Vous nous aviez parlé d'orientation scolaire et vous dites que... Voilà, cherchant à savoir en réalité qui doit donc tenir la boussole, bien sûr, d'orientation scolaire à l'école et en même temps à la maison, c'est-à-dire les parents et les enseignants, c'est ça? Effectivement. Effectivement. D'accord. Hachem Gaba, nous allons revenir à présent sur les autres aspects à prendre en compte, c'est-à-dire au niveau des tests. Vous nous avez parlé de la personnalité. À part la personnalité, quels sont donc les autres aspects à prendre en compte par ces tests-là d'orientation? Merci beaucoup, Madame Bello. Alors, à part la personnalité, il y a donc les centres d'intérêt. Donc, c'est qu'est-ce qui intéresse en fait cette personne, c'est-à-dire que ce soit l'enfant ou un adulte, c'est qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie, qu'est-ce qu'il aime bien en termes de profession. Voilà. Vous avez des enfants, vous allez leur demander qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard. Il vous dira, je vais être médecin. C'est déjà bien. S'il a déjà une idée de ce que c'est qu'un médecin, ou bien c'est non, moi je vais être un chauffeur. Il sait que le chauffeur, c'est quelqu'un qui est toujours dans une voiture et qui conduit. Voilà. Mais aucun parent n'a envie que son enfant lui dise qu'il veut être chauffeur. Mais voilà. Est-ce que c'est possible pour les parents d'orienter leurs enfants vers un métier qui les intéresse eux-mêmes personnellement? Alors, ça c'est ce à quoi on se confronte souvent. Moi, particulièrement dans mon domaine, j'ai souvent des parents qui viennent me voir avec les enfants parce qu'ils veulent poursuivre des études à l'extérieur. Et moi, je leur dis, vous savez, si vous voulez investir à l'extérieur, c'est-à-dire vous voulez dépenser beaucoup, faites attention à ce que votre enfant ira étudier. Okay. Évitez d'imposer un métier, parce que ça ne sert à rien d'imposer un métier à un enfant qui viendra mal exercer. J'explique. Vous prenez quelqu'un parce que la famille a un cabinet médical, voilà, depuis des siècles, voilà, donc c'est de père en fils, etc. Donc c'est normal qu'on veuille donc que l'enfant prenne la succession, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que cet enfant-là a le droit de faire autre chose? Je crois que oui. L'enfant peut ne pas avoir forcément cette aspiration à être dans la médecine, mais à être peut-être dans le design. Donc est-ce que ce serait bien de le forcer? Si vous le forcez, je vous assure que vous aurez c'est-à-dire, il sera bien formé, mais il sera un mauvais médecin. On dira souvent, waouh, mais quand le père était là, c'était bien, mais depuis que le fils est là, c'est pas la même chose. Plus. Voilà.
On a souvent des choses comme ça, mais c'est parce que la personne n'a pas vraiment de passion à exercer ce métier-là. Elle n'a pas vraiment envie, mais c'est une obligation, donc elle va le faire. Donc cette option est à bannir carrément. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ce serait mieux d'aller sur la base des capacités personnelles de l'enfant. Qu'est-ce qui va le rendre épanoui demain? Mais le problème, c'est d'identifier ces capacités-là au niveau de l'enfant. Voilà. Alors, comment identifier ces capacités? C'est en le faisant passer des tests. Il y a des tests, en fait, pour pouvoir identifier si l'enfant a des capacités relationnelles. En observant votre enfant, même tout simplement, vous savez déjà si votre enfant est ouvert. Quelqu'un qui est ouvert, il aime bien aller, il aime toujours se faire de nouveaux amis. Dès qu'il arrive quelque part, vous avez l'impression qu'il a toujours été chez lui. Celui-là, il faut voir quels sont les métiers qui pourraient l'intéresser. De cet atout particulier. Voilà. Donc, quel est ce métier-là où il pourrait utiliser cet atout qui est déjà naturel? Donc, il n'aura pas à se forcer. Parce que ça, c'est une capacité naturelle. Vous avez des gens, vous allez les mettre dans le même milieu, ils vont marcher à reculons. Ils n'aiment pas cette ambiance-là. Ceux-là, vous les forcez à faire un métier, par exemple, où on a besoin d'utiliser le relationnel. Celui-là, il va mal faire son travail. Vous verrez, souvent, on parle de mauvais commerciaux, etc. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas des capacités intrinsèques, qui n'aime pas trop rester en contact, c'est-à-dire se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, ne l'obligez pas à aller dans ce secteur-là. Donc c'est dans le comportement quotidien de l'enfant qu'il faut arriver à capter. Voilà, les parents déjà, c'est-à-dire les personnes les plus proches déjà peuvent identifier. Et l'enseignant en classe? L'enseignant en classe, oui, puisqu'il passe aussi beaucoup de temps. Voilà. Vous avez par exemple des enseignants qui décident de nommer un élève responsable de classe. Pourquoi? Peut-être qu'il s'est rendu compte que celui-là, il a quand même un certain leadership. Il peut se dire, mais écoutez, je pense que si je le prends en tant que délégué, il pourra bien gérer la classe en mon absence. Parce qu'il a déjà observé. Donc, bien entendu, et les enseignants, et les parents, et l'entourage, en fait, on peut identifier des choses au niveau d'un enfant. Quitte à vérifier après avec les tests. Avec des professionnels, voilà. Confirmer cela avec des professionnels. D'accord, il nous reste à peine, je crois, 1 minute ou quelques secondes. Oui. On ne finira pas sans vous demander quand est-ce qu'il faut orienter les enfants. On oublie souvent, et comme vous l'avez dit, l'orientation, c'est parfois dès déjà le maternel, c'est dès déjà la maternelle plutôt, l'école primaire déjà aussi. Et nous avons le fameux niveau après la classe de 3e où on te demande, tu veux faire les sciences ou tu veux faire les langues? Exactement. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, ce n'est pas en seconde qu'il faut faire cette demande-là. Il faut faire cette demande dès la 4e déjà. Si vraiment on ne peut pas aller plus bas, dès la 4e, il faut faire cette demande et pouvoir orienter donc l'enfant. Mais il faut identifier donc ses capacités selon les matières. D'accord. Et bien entendu, avec tout le reste, la personnalité, les centres d'intérêt. D'accord. Merci à vous, Armelle Dotou. Vous êtes consultante en éducation. Avec vous, nous avons abordé quels sont les critères, justement, d'une bonne orientation scolaire et professionnelle. Le BAL, justement, en ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle, va se poursuivre demain également et aussi mercredi. Mercredi. Gaba, toujours avec Madame Dotou, hein, j'espère. Non, nous aurons encore une autre charmante dame qui s'appelle Armelle aussi. Ah oui. Oui, on a beaucoup d'Armelle, conseillère en éducation. Oui. D'accord. Parce que j'ai été vraiment séduit par votre développement sur ce plateau, Madame Dotou. Je sais que, vu des expériences passées aussi, j'ai connu Madame Dotou, c'est en tout cas des années passées dans ce milieu, le milieu scolaire aussi. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie, M. Gaba. Allez, le grand rendez-vous pratiquement terminé. On va se retrouver sur la toile, hein, si tout va bien, pour suivre bien sûr l'actuel. Bonsoir à tous, bienvenue aux actualités du web. Noélie Arrigo a remporté vendredi le 800 mètres du meeting de Dessau en Allemagne. Elle avait couru en 2 minutes 1 seconde dimanche 20 mai au Japon. La béninoise de Rennes 41 est certes encore loin de son record personnel d'1 minute 59 secondes en 2016 au JO de Rio, mais elle apparaît ce samedi 9 juin à la 45e place du bilan mondial du 800 mètres féminin.
Et elle peut se targuer d'avoir battu à Dissao des adversaires qui sont elles aussi descendus sous les 2 minutes au cours de leur carrière. Yarigo est également engagée mercredi 13 juin à Ostrava, en République tchèque, encore un meeting lors duquel les stars vont se bousculer. Elle reviendra ensuite à Marseille, en France, samedi 16 juin. Au Sénégal, près de la moitié des enfants ne fréquenteraient pas l'école formelle. Selon une étude de l'UNICEF parue en 2014, 47% des enfants sénégalais en âge d'être scolarisés ne sont pas inscrits à l'école formelle. Au moins un tiers d'entre eux seraient des talibés, selon Amidou Dia, sociologue et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Une loi nouvellement votée veut leur donner accès aux enseignements élémentaires et créer des passerelles vers l'enseignement public ou la formation professionnelle. Le test inclut également un cursus pédagogique de 8 ans combinant apprentissage du courant et acquisition des compétences élémentaires des programmes du CP au CM2. En France, les agriculteurs bloquent 13 raffineries et dépôts de carburant jusqu'à mercredi au moins. Ils sont vent debout contre l'autorisation donnée à Total d'importer 300 000 tonnes d'huile de palme. Une décision qui pourrait, selon eux, coûter cher à la filière colza dans l'Hexagone. De son côté, le ministre de l'Agriculture juge le mouvement illégal et affirme que le gouvernement ne reviendra pas sur sa décision. Intelligence artificielle, Google liste les 7 objectifs. Il s'agit entre autres d'être bénéfique pour la société, d'éviter la création ou le renforcement des discriminations, d'insister sur la sécurité, de faciliter la récolte du feedback, intégrer le privacy by design, de maintenir des normes scientifiques, d'être conçu également pour une utilisation conforme à ces principes. En 7e objectif, Google liste les 4 applications interdites de l'intelligence artificielle. Cette intelligence ouvre autant de perspectives qu'elle suscite de crainte. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci, chers messieurs, oui, à Bangla et à Rossi pour la présentation de l'ActuWeb. On va vous retrouver certainement demain pour d'autres informations toujours glanées sur la toile. Le grand rendez-vous météo à présent pour refermer. Vous aurez compris, hein, c'est Kobe qui est à l'honneur cette semaine sur le grand rendez-vous à travers la météo. Alors pour le compte de cette semaine, parlant bien sûr du grand rendez-vous, c'était donc le tout premier numéro. Demain, on va se retrouver à 19h00 pour le numéro 2 du grand rendez-vous. Bonne soirée.